Éric David, bonjour. Vous êtes un grand spécialiste du droit international, professeur émérite à l'Université de Bruxelles et vous êtes appelé régulièrement comme expert auprès d'instances comme les Nations Unies ou les tribunaux internationaux. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un Coca-Cola, multinational emblématique des États-Unis et qui se retrouve dans votre collimateur. Vous venez de publier avec Gabriel Lefebvre juger les multinationales. Pourquoi faut-il les juger? Toutes pourries, ces multinationales? Qu'est-ce qu'elles ont commis comme crime? Non, multinational n'est pas nécessairement synonyme de crime. Il ne faut quand même pas oublier que, après tout, je suis moi-même membre de plusieurs multinationales, pas tout à fait les mêmes, du genre Amnesty International. C'est vrai, c'est une multinationale. Voilà, la Croix-Rouge internationale, Oxfam International, pour n'en citer que quelques-unes. Et loin de moi, bien sûr, l'idée de les vouer aux gémonies de l'enfer. Mais voilà, il se fait qu'il y a un certain nombre de grandes multinationales économiques, commerciales, qui ont des choses à se reprocher en matière de respect des droits humains. Et, Coca, par exemple, voilà, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Coca? À Coca-Cola, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des problèmes en Inde, parce que les usines Coca-Cola et Pepsi-Cola, d'ailleurs, sont d'énormes consommatrices d'eau, et donc épuisaient les nappes phréatiques locales qui étaient nécessaires aux personnes de la région. Et donc il y a eu à cet égard d'ailleurs des procès contre Coca-Cola qui se sont d'ailleurs terminés à l'avantage des plaignants. Mais vous dites certaines multinationales devraient être jugées pour crimes contre l'humanité. Oui. C'est quand même y aller très fort, ça. Alors, c'est vrai que c'est aller très fort, mais il y a des cas malgré tout où vous avez des multinationales qui se sont rendues, j'ai envie de dire, objectivement complices de violations des droits les plus élémentaires du droit international humanitaire, c'est-à-dire le droit applicable dans les conflits armés, ou des droits humains. Alors, pour vous donner des exemples assez simples de sociétés, en tout cas, qui sont impliquées là-dedans, mais prenez par exemple dans le cas des attaques menées par Israël contre la bande de Gaza, l'opération Plomb durci ou l'opération bordure protectrice, l'une en 2008-2009, l'autre en été 2014, eh bien, c'est clair qu'il y a des armements qui ont été utilisés, qui étaient fournis par des sociétés. Et on sait qu'Israël n'est pas spécialement toujours attentif au respect des droits humains, au respect du droit international humanitaire, pour ne pas parler du droit international général. Mais là, c'est l'État qu'il faut mettre en cause, c'est pas le fabricant. Alors, je pense qu'à partir du moment où une firme internationale fournit à l'État les moyens de sa politique, inévitablement, cette firme devient complice. Vous pensez également à Monsanto, vous en parlez dans votre livre, Monsanto qui avait fourni l'agent orange qui a été utilisé dans la guerre du Vietnam. Et un procès a d'ailleurs été lancé contre Monsanto parce que c'était impossible d'attaquer directement les États-Unis. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les États-Unis, donc autrement dit, pourquoi ne pas se retourner contre l'organisme, contre ici la société, la firme qui a fourni l'agent orange, qui est, comme vous le savez peut-être, c'était un désherbant, qui était utilisé pour dégager ce qu'on a appelé à l'époque de la guerre du Vietnam, dans les années, fin des années 60, années 70, jusqu'en 1975, la piste Ho Chi Minh. Donc c'était un défoliant très puissant, mais qui a des effets terriblement destructeurs sur la santé humaine, notamment à l'égard des femmes qui étaient enceintes et qui, ayant été au contact de cet agent, ont mis au monde des enfants qui étaient, hélas, handicapés, des espèces de monstres dans certains cas. Et donc, il y a eu des actions à cet égard qui ont été menées contre Monsanto et qui, aux États-Unis, n'ont malheureusement conduit à rien du tout. Alors aujourd'hui, Monsanto ne fait plus la guerre, mais elle rend vos jardins, nos jardins, plus jolis. Regardez plutôt. Et s'il suffisait de toucher une mauvaise herbe pour la détruire? C'est aujourd'hui possible avec le gel Roundup. Le gel s'applique juste là où vous le voulez. Et comme le gel Roundup détruit jusqu'aux racines, on n'a pas besoin de recommencer. Gel Roundup. Un simple contact suffit.
Alors l'Europe s'intéresse beaucoup au Roundup, le Parlement européen, en tout cas certains députés voudraient l'interdire parce qu'ils estiment qu'il y a des éléments qui pourraient être cancérigènes. Mais l'Agence de sécurité alimentaire dit Oui. non, ce n'est pas du tout le cas. Cette dissension, ça profite aux multinationales. Oui, enfin, je dirais que la dissension relative à une vérité prononcée est toujours quelque chose qui évidemment va mettre de l'eau au moulin des autres ou au contraire de l'eau au moulin des premiers. Ça dépend évidemment comment les choses se passent, mais c'est clair que effectivement, si on ne peut pas démontrer le caractère cancérigène du Roundup, il sera bien sûr difficile à ce moment-là d'attaquer. Ce seront des batailles d'experts, évidemment, comme ça se passe toujours dans ce genre de situation. Alors il appartient à ce moment-là aux juges, bien sûr, à se prononcer en son âme et conscience sur la base des arguments qui lui sont fournis. Et alors il n'est quand même pas du tout exclu que si on peut démontrer, et finalement ce qu'il faut espérer, c'est que ce soit une erreur et qu'en réalité le produit soit peut-être tout à fait inoffensif, hein, c'est ce qu'après tout il faut espérer. Hein, je ne tiens pas nécessairement à mettre Monsanto dans l'embarras. Il vaut mieux que ce soit bien sûr un produit inoffensif. Mais si jamais c'était le cas, bon, bien, il est clair qu'à ce moment-là, cela entraînerait la responsabilité de Monsanto. Ça ne fait aucun doute. Et ça sur la base tout simplement des règles de responsabilité civile du fait des choses que l'on produit ou que l'on met sur le marché. On voit bien qu'il y a beaucoup de questions morales quand même qui sont posées à travers les questions, les dossiers que vous traitez. La morale et le droit, ça peut se rejoindre ? Parfois, pas toujours. C'est ce qu'on enseigne d'ailleurs aux étudiants de droit. On leur dit toujours, attention, le droit, ce n'est pas nécessairement la morale. Hein, après tout, si vous prenez, je ne sais pas moi, la morale telle qu'elle est issue d'une doctrine marxiste, hein, eh bien, on dira que, chez Marx, on dira la propriété, c'est le vol. Hein, c'est Proudhon qui disait cela. Et bon, ben, malgré tout, le droit protège la propriété. Évidemment, je n'en suis pas autrement malheureux parce que, après tout, moi-même, quand je me fais voler quelque chose, je n'en suis pas spécialement heureux. Même si on dit que voler, c'est aider les riches à restituer, comme on dit. Hein. Enfin, voilà. Donc, non, la morale peut coïncider avec le droit, mais pas toujours. Et c'est dans cela que la société civile joue un rôle très important actuellement. Éric David, prenez une petite boule surprise avec une question surprise. Une rouge. Bien sûr. Je l'ouvre. Et vous ouvrez, vous lisez à haute voix et sans crainte. Est-ce que vous allez boire votre Coca-Cola? Je suis sûr qu'il y avait la même inscription dans tous les autres boules. Je vous jure que non. Alors, vous le buvez ou non? La chair est vous le faible. boycottez. La chair est faible. Merci Éric David d'être venu au Bar de l'Europe et à très bientôt.